Bonjour à tous. Alors nous donc aujourd'hui on est venu vous parler justement que le numérique est partout, y compris dans la chimie. Donc dans un premier temps on va déjà commencer par se présenter. Comme on le disait en introduction, on vient du groupe Omnes, mais plus particulièrement de l'ECE. Et donc dans un premier temps je vais laisser se présenter Monsieur Gérard Réus. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Gérard Réus, je suis ce qu'on appelle vice-dean de l'ECE, c'est-à-dire un directeur des programmes spécialisés à la direction académique de l'école. Et nous avons aussi une étudiante de l'ECE en école d'ingénieur, Anaïs de la Rivière. Anaïs, je laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Anaïs, comme a dit Madame Kimpembe. Je suis en avant-dernière année à l'ECE Paris dans la majeure Create, que Madame Kimpembe s'occupe. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Merci Anaïs. Et donc oui, donc moi je m'appelle Isna Kimembe, je suis responsable pédagogique d'une majeure, donc effectivement qui s'appelle Create, qui crée des produits numériques de l'idée à l'industrialisation. Ça peut être des applications mobiles, des sites internet. Donc nous passons notre vie à créer. Donc nous sommes dans le numérique. Et pour commencer justement cette présentation, on va un peu plus vous parler de l'ECE, quand même, vous puissiez un peu plus en savoir sur cette école et qu'est-ce qu'on fait. Donc Gérard, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'ECE? Oui, bien sûr. Je vous passe la... Ah. Donc j'appuie où? Le vert. Voilà. Bon. Je me suis déjà présenté. Voilà. Alors l'ECE, c'est École centrale d'électronique, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée il y a plus de 100 ans, 1919. Donc on est bien installé dans le paysage des écoles d'ingénieurs, appartenant à on est la seule école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Le CE, c'est 4300 étudiants, présents sur la France, sur 6 campus. Et on vient d'ouvrir un campus en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc on s'internationalise. Et en fait, c'est une école qui est une école, on va dire, généraliste du numérique. C'est-à-dire, on est très centré sur les enjeux du numérique. Les enjeux, vous les voyez là, les enjeux sociétaux du numérique. On intervient sur la transformation digitale. On forme des ingénieurs, des experts qui vont travailler dans le numérique et qui vont aider à la transformation digitale, à la transformation numérique des entreprises, qui vont travailler dans différents secteurs d'activité, essentiels aujourd'hui. Le secteur de la défense, on en parle beaucoup. Donc on a beaucoup de relations avec le ministère des Armées, qui demande beaucoup d'ingénieurs, d'experts. On travaille également sur le changement climatique. On a des majeurs qui sont dans le domaine des énergies renouvelables. Majeur, ce qu'on appelle majeur, c'est le cycle ingénieur. C'est fin du cycle ingénieur, 4e et 5e année. Spécialisation. Anaïs fait partie d'une majeure. Donc tous ces enjeux, on forme des experts et des ingénieurs qui sont très impliqués dans les enjeux sociétaux. C'est-à-dire, il y a de la formation sur l'éthique, sur la gestion de l'énergie. Et ce qui est spécifique à l'école aujourd'hui, c'est qu'on investit beaucoup sur l'intelligence artificielle. Donc on peut dire que l'école devient l'école de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le numérique, mais aussi très centré sur l'intelligence artificielle et en particulier sur l'IA générative. On peut dire qu'aujourd'hui, le CE, et on en parlera un petit peu, forme les ingénieurs, les experts qui vont développer les futurs ChatGPT. Voilà, c'est un peu le grand tournant de l'école aujourd'hui. Évidemment, quand on parle d'IA, on parle d'éthique, on parle de consommation énergétique. Donc, tous nos experts et ingénieurs qui sont formés à l'école prennent en compte ces enjeux. Est-ce que tu veux compléter aussi un peu sur nos différents chiffres clés? Voilà, alors les chiffres clés, bon, il y en a beaucoup, mais l'idée c'est que c'est 4300 étudiants. Ça commence à être une grosse école d'ingénieurs. C'est une école très connectée aux entreprises et au secteur d'activité. Donc on a plus de 10 000 entreprises partenaires, qui fait qu'on est dans les classements, on verra, très bien placé sur cet aspect de connexion à l'entreprise. Bon, ça permet aussi aux étudiants qui sortent de l'école de trouver un job facilement. Pratiquement 100% ou 98%, on va dire, ont trouvé un job même avant de finir leur stage de 5e année, voire de 3e année pour les bachelors. On est très bien implanté et on est
on va dire, un des points forts aussi, c'est une école qui a une forte activité, un dynamisme très présent à travers des associations qui sont aussi des endroits où les étudiants pratiquent, hein, dans des associations dans le domaine de la robotique, de l'énergie, du développement durable, et l'Hôtel Girl aussi, hein, devenir femme ingénieure, la preuve. Donc c'est une école qui croit beaucoup à son impact, hein, et ça se traduit. Les ingénieurs qu'on forme, les experts, ils sont conscients de l'influence qu'ils ont et de l'impact qu'ils vont avoir sur le monde de demain. Donc voilà, pour présenter un peu, je ne vais pas vous inonder de chiffres, hein, parce que c'est un peu barbant, mais il y a quelques chiffres importants qu'il était nécessaire de présenter. Et en ce qui concerne la solidité justement de l'école, on est une école solide, bon, pas parce qu'on est une école qui a plus de 100 ans, hein. C'est qu'on est on parlait de la qualité académique, hein, c'est une école qui est accréditée, labellisée, avec forcément la commission de titre d'ingénieur. On est école sérieuse, hein, on est accrédité par la commission de titre d'ingénieur, c'est un grade de master, donc labellisé par le ministère de l'enseignement supérieur. On est aussi dans la continuité, le diplôme évalue en Europe, hein, il y a des équivalences. Et on a tout un ensemble de programmes qui sont labellisés aussi par la conférence des grandes écoles. Alors la conférence des grandes écoles, c'est la sélection des grandes écoles de business school et ingénieurs. Donc c'est un cercle réduit et on a des programmes labellisés. Et après, on est labellisé aussi, accrédité par le ministère du Travail à travers le label France Compétences. On a oublié un label qui s'appelle Calliope, la qualité de la formation, qui nous permet de délivrer des formations en contrat d'apprentissage, en alternance. Voilà pour les labels. Et on en aura d'autres. On est en train de travailler sur des DRS, sur QS, des labels qui sont plus internationaux et qui sont axés sur le développement durable. Et en termes justement de formation? Alors on a deux grands programmes de formation. Alors c'est vrai que moi je m'occupe du programme qui est en violet, hein, mais Isna s'occupe un peu du programme sur la partie un peu plus en bleu. On a le cycle ingénieur en 5 ans, un classique, qu'on trouve dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et après, on a un programme avec une étape à 3 ans avec un bachelor et une poursuite d'études sur des MSI, des Master of Science, qui sont à connotation très internationale, labellisés par la conférence des écoles. Et on peut aller ensuite vers des formations de master spécialisé ou doctorat. Donc on va du bac à bac plus 7, 8 éventuellement, si on traîne un peu en doctorat. Ce qui permet d'avoir Et de plus en plus d'étudiants vont vers les doctorats. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont attirés par la R&D et la recherche. C'est très intéressant pour nous. Et on a un centre de recherche, hein, qui est très actif. Alors les classements, évidemment, je poursuis vite, hein, parce que allons sur le cœur du sujet. Après, hein, on parle de l'IA générative. Bon, on est très bien classé, on est top 10. Notre bachelor est très bien classé. Notre programme d'ingénieur également très bien classé. Ça change un peu tous les ans, on se bataille, mais les chiffres sont les mêmes, hein. Mais on est toujours dans le top 10 des écoles d'ingénieurs en France, ce qui nous conforte dans notre volonté de monter encore plus dans les qualités académiques. Et voilà pour l'introduction de l'école. Merci Gérard. Alors, quand on s'est dit qu'on allait vous parler justement du numérique, qui est partout et surtout dans la chimie, déjà, est-ce que dans la salle, quand vous entendez le mot numérique, vous pensez à quoi en général? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous utilisez des applications mobiles, par exemple? Vous en utilisez? Oui? Ça vous parle? Oui? Des sites web, des sites internet, des objets connectés, des cases Bluetooth, des Apple Watch? Oui, ça vous parle un peu? Alors, comme le disait tout à l'heure Gérard, on est aujourd'hui presque leader sur un domaine qui est l'intelligence artificielle. Vous savez ce que c'est un peu l'intelligence artificielle ou pas? Ouais. Bon, très bien. Donc, dans ces cas-là, vu que vous me confirmez, vous connaissez, on s'est dit que le mieux, c'était de vous faire un petit quiz sur l'intelligence artificielle et notamment sur son adaptation dans le domaine de la chimie pour que vous puissiez justement découvrir. Alors, concentrez-vous bien, il y a des lots à la clé. Donc, vous allez aller sur le site, vous pouvez aller sur vos portables, kahoot.it. Et quand vous y êtes, vous n'avez plus qu'à rentrer ce petit code que je vais vous donner de suite. Le voici.
Vous mettez un petit nom et vous pouvez rentrer dans le quiz. Alors je rappelle plusieurs petits lots à la clé. Donc attention, concentrez-vous. J'attends les players. Là pour l'instant je ne vois pas. Ah ça y est, ça arrive. Allez, j'en attends encore 2-3. Est-ce que tout le monde y est? Ah bon? Ah, c'est peut-être lié à la portable. Sinon les autres, vous êtes prêts? Allez, allons-y. On commence. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'IA? Ça va être vraiment notre thème. Attention. Alors, à votre avis, est-ce que l'IA est un programme qui est capable de penser exactement comme l'être humain? Est-ce que ce sont des techniques qui permettent à une machine d'exécuter des tâches intelligentes? Est-ce qu'au contraire, c'est une technologie qui remplace totalement les chercheurs en chimie? Ou est-ce que c'est une base de données chimique? À votre avis? Bien! Effectivement, donc il y a au moins une personne qui est déjà en tête. Effectivement, l'IA, effectivement, c'est des techniques qui permettent à une machine d'exécuter des tâches intelligentes. Alors, on aurait pu penser effectivement à un programme capable de penser comme l'être humain, mais c'est pas encore exactement possible pour eux, et tant mieux pour nous, de penser comme nous. Donc c'est pour ça que cette réponse n'est pas la bonne. Mais très bien. On continue la suite. Vous allez voir un semi-classement pour l'instant. Forcément, Ellie. Allez, next. Alors, quelle est la différence entre une intelligence artificielle et un simple programme informatique? Vous savez ce que c'est qu'un programme informatique? On vous a parlé un petit peu de code, vous avez fait un petit peu de tout ce qui est du soft. Quelle est la différence, selon vous? Très bien, l'IA peut apprendre à partir de données et s'améliorer. Tout à fait. L'IA a absolument besoin de données, elle a besoin de s'entraîner, elle a besoin d'apprendre. Elle ne peut pas le faire par elle-même. Allez-y, venez devant, venez. Elle ne peut pas le faire effectivement par elle-même, donc du coup, elle a besoin de données en entrée. Alors ça a dû remettre un peu plus le compteur sur le podium. Ah, Ellie a perdu sa place, mais on n'est qu'au début. Ah, c'est pour ça. On va se rattraper. Alors, une IA peut apprendre seule. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Elle n'a pas besoin de l'intervention de l'être humain. Et effectivement, je vois que ça divise la salle, mais effectivement, c'est faux. Même si, d'ailleurs, Anaïs, tu me racontais une histoire sur, justement, en Chine, ce qui s'est passé. Juste une illustration de ce que peut se passer avec une IA. Oui, je racontais en arrivant à Madame Kimpembe qu'en Chine, il y a 1 ou 2 ans, je crois, il y a eu une entreprise qui crée et entraîne des IA qui a, lors d'un moment de l'entraînement d'une IA qui tout simplement était dans un endroit sécurisé. Elle ne pouvait pas récupérer des données ailleurs, etc. Elle était en bac à sable. Et en fait, tout simplement, cette IA a tout simplement remarqué que les identifiants et mots de passe qui gèrent la base de données l'empêchaient d'apprendre davantage que ce qu'elle pouvait apprendre. Du coup, elle est allée à l'intérieur de toutes les données, elle a modifié l'identifiant et le mot de passe pour tout simplement avoir accès à 100% sur les données et du coup apprendre plus vite. Heureusement, ils ont pu arrêter directement après et sinon, ça aurait été peut-être juste on tuait l'IA parce que tout simplement, elle ne pouvait plus la contrôler vu qu'on n'avait plus les identifiants ni les mots de passe. Donc effectivement, ce côté humain de prendre le contrôle est possible, mais c'est contrôlé encore pour le moment, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur le podium? Ah, Ellie a repris la tête. On continue. L'IA peut ressentir des émotions comme un humain, à votre avis?
Est-ce que l'IA peut aimer, vrai ou faux? Est-ce que l'IA peut ressentir de la tristesse? Est-ce que l'IA peut être content? Alors, effectivement, c'est faux. Il y a quand même une personne qui pense que c'est vrai. Qui veut le défendre? Qui a pensé que c'était vrai? C'est qui? Vous voulez défendre votre point de vue? Non. Mais bon, pourquoi pas? Mais pour l'instant, effectivement, l'IA n'a pas d'émotion comme les êtres humains. Alors, du coup, toujours il y a en tête, suivi de l'IA. Ensuite, alors, quel domaine de l'IA est le plus utilisé en chimie pour prédire les réactions chimiques? Alors d'ailleurs, moi, dans mon grand passé de professionnel, c'est pas aussi grand que M. Gérard Réus, hein, mais j'ai en fait travaillé dans une start-up en modélisation moléculaire. Et effectivement, en ce temps-là, l'IA n'était pas aussi poussée. Donc c'est vraiment une des avancées importantes dans ce type de domaine. Et oui, en fait, pour la chimie, pour tout ce qui est modélisation moléculaire notamment, l'IA peut énormément apprendre pour aider à trouver justement la recette, on va dire, la plus exacte. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, alors du coup pas automatique, mais du coup retenez le machine learning, un apprentissage supervisé, pour pouvoir justement entraîner nos IA pour obtenir les meilleurs modèles de modélisation moléculaire. Ah, Bailey reste en tête. Très bien. Ensuite, comment l'IA peut-elle aider à découvrir de nouveaux médicaments, à votre avis? En testant physiquement toutes les molécules, on en parlait tout à l'heure, en utilisant des algorithmes pour prédire l'efficacité des nouvelles molécules, une petite faute de frappe, en remplaçant totalement les chimistes dans les laboratoires, en ralentissant le processus de recherche. Bien, très très bien. Bon, on en a perdu certains qui ne savaient pas quoi répondre. Ouais? Oui, effectivement, en utilisant des algorithmes pour prédire l'efficacité des molécules. Donc c'est ces algorithmes qui vont aider justement, notamment dans cette modélisation moléculaire. Et on avait vu justement, Anaïs, que le gain de temps était de combien? Le gain de temps pourquoi? Pour justement pour les chercheurs dans le domaine de la modélisation moléculaire, quand ils utilisent justement l'IA par rapport à avant, ils gagnent. Alors, pour tout ce qui est recherche dans les bases de données, etc., c'est inférieur à 48 heures sur des milliers et des milliers de données, voire des milliards, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et ça réduit de 80 à 90% le temps de recherche pour tout ce qui est traitement de nouvelles molécules, recherche de vaccins, etc. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si je me trompe, mais une information de Google est sortie aujourd'hui ou hier sur Google, dans le domaine de la chimie, a gagné 800 années de recherche et développement grâce à l'intelligence artificielle. Wow. 800 années. Wow. C'est incroyable. C'est énorme. Non, c'est énorme. C'est vrai que les avancées sont vraiment énormes sur ce plan-là. Ouais, wow. Alors, est-ce que le podium... Oh, Maë a pris la tête, suivi de Illy, Y. Alors, on continue. Quel est l'avantage principal, à votre avis, de l'intelligence artificielle en chimie? Elle remplace les scientifiques, elle accélère la découverte de nouvelles molécules et matériaux, elle fonctionne sans aucune donnée, elle ne peut être utilisée que dans l'industrie alimentaire. On est d'accord, elle accélère, c'est ce qu'on disait, la découverte de nouvelles molécules et matériaux. Et ça va grandement nous aider pour les médicaments, pour nos vaccins. Donc, elle nous aide énormément sur ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur le podium? Maë on fire, toujours en tête, suivi de Ellie et Eyo. Alors, dans quel domaine l'IA est-elle déjà utilisée, selon vous? Les voitures autonomes, la médecine, les assistants vocaux type Siri, Google Assistant, ou toutes ces réponses? Aujourd'hui, est-ce que vous servez de l'IA déjà au quotidien? Ouais, c'est déjà dans vos vies déjà au quotidien? On est d'accord, toutes ces réponses.
Il y a effectivement les voitures autonomes, mais pas que. On a effectivement la même chose en médecine, la même chose du coup. Aujourd'hui, vous connaissez tous Siri. Dis Siri. Je pense que beaucoup se réveillent le matin avec ça. Dis Siri, fait quel temps aujourd'hui? Donc, on est aujourd'hui très assisté par l'intelligence artificielle. Alors, Ellie a repris la tête, très bien, suivi de Bino, Lia et Maë. On continue. Toutes les intelligences artificielles sont dangereuses et menacent l'humanité. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi avec M. Gérard Réus, mais il y a une question d'éthique dans ce domaine justement de l'intelligence artificielle. Donc, à votre avis, est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle est dangereuse et menace en fait notre humanité? Surtout si elle prend le contrôle, comme le disait justement Anaïs tout à l'heure. Hein. C'est faux, effectivement, c'est faux. Aujourd'hui, elle ne va pas nuire parce que aujourd'hui l'être humain a le contrôle sur elle. Donc, ce n'est pas dangereux, mais par contre, il faut le maîtriser et il faut l'encadrer avec une éthique pour pouvoir en faire bon usage. C'est un peu comme tout. Comme dit l'adage, une fourchette, ça peut nourrir, mais ça peut aussi percer des yeux. Donc, tout dépend comment on s'en sert. Alors, on score Ellie toujours en tête, avec Bino, Lia et Maë. On continue. Dernière question. Est-ce que l'IA va remplacer les métiers humains? Oui, tous les emplois vont disparaître. Non, mais elle changera certains métiers et en créera de nouveaux. Oui, sauf les métiers créatifs. Non, l'IA ne peut que divertir. Effectivement. Vous avez tous trouvé. Le but, c'est qu'elle puisse créer des nouveaux métiers. On est sur des ruptures technologiques. Le but n'est vraiment pas de se dire que demain, tous les métiers vont disparaître et on ne travaillera plus. Alors, le podium, roulement de tambour. Nous avons en tête, en numéro 3, Bino. Est-ce que vous pouvez vous lever? Bino, venez. En numéro 2, Lia. Levez-vous. Venez, venez. Et en numéro 1, Ellie. On va vous remettre des prix. Hop. Tu peux m'en prendre un, Anaïs aussi. Voilà. Bravo. Des cadeaux. Oh, voilà, Monsieur Jarris va vous les remettre directement. Voilà. Bravo. Remise de prix voilà, de la part de l'ECE, groupe Omnes. Voilà. Vous êtes certifié en IA. Bravo. Très bien. Bah, très bien. De rien. Alors, du coup, on va quand même poursuivre et bravo à tous ceux qui ont répondu à ce caout. Nous allons aussi, du coup, revenir sur les différentes utilisations de l'intelligence artificielle, notamment, comme le disait M. Réus tout à l'heure, l'ECE devient précurseur dans ce domaine et a décidé de s'en servir au quotidien pour améliorer justement certains processus, notamment un des processus les plus importants, le processus pédagogique, comment mieux enseigner. Et on l'a fait dans un domaine particulier qu'Anaïs va nous présenter. Anaïs, c'est à toi. Alors, je vais vous présenter maintenant TOC, un générateur de texte intelligent. Alors, je vais essayer de parler en même temps, mais en même temps d'appuyer sur le lien. Je vais le faire pour toi. Voilà. Faire une petite démo en même temps, hein. On va essayer d'être ambidextre. Les documents sont là. Alors. Alors, explique-nous bien ce que c'est. Juste pour préciser, parce qu'on est fiers, hein, Anaïs est une élève ingénieur qui a totalement développé le produit. Hein. C'est-à-dire, c'est de l'ingénierie de modèles qu'on appelle les LLM, hein, c'est-à-dire des modèles d'IA générative. Et donc, c'est vraiment de l'ingénierie. Hein. C'est pas j'utilise un chat GPT, c'est vraiment au cœur du modèle et de l'IA générative pour créer quelque chose qui est orienté vers une application, un cas d'usage, un métier qui est dans le domaine de l'éducation. Donc c'est complexe, hein, ça a l'air de rien, vous allez voir, ça semble simple, mais c'est derrière une mécanique très complexe et je pense qu'Anaïs vous en dira deux mots. Ouais, je ferai au plus simple hein, quand même, hein, je vais pas perdre tout le monde. Là pour le moment on a un petit problème, on n'arrive pas à afficher Google Chrome, donc on essaye. Mais en attendant,
TOC, qu'est-ce que c'est? Donc oui, comme je disais, c'était un générateur intelligent de base d'un chatbot, comme on peut avoir avec ChatGPT, Claude, etc., qui permet tout simplement de faire techniquement des syllabus, mais ça s'appelle également des plans de cours pour tout simplement réaliser des documents, traiter les données, les récupérer, etc., pour simplifier énormément de tâches. C'est... Ah, magnifique. Donc voilà. Est-ce que si je mets en plein écran, est-ce que ça te... On va pas tenter, ça marche. Alors, voici TOC, bien évidemment qui est en ligne, qui va, grâce à ce lien, déjà. Donc vraiment très rapide d'accessibilité. Tout simplement, TOC va tout simplement récupérer des données, soit par des documents, PDF en soi, par le petit lien, soit par des données qu'on peut lui donner, par exemple, je ne sais pas moi, la biologie, et tout simplement, grâce à ces données-là, qui va pouvoir les traiter, les récupérer avec cette intelligence artificielle et tout simplement générer ce que l'on souhaite, ce qui est en pratique, la pratique un peu de tout. Certes, nous, c'est pour des plans de cours, mais c'est une technique qui est dans toutes les sciences, dans la chimie, mais dans tous les domaines en soi. Voilà. Il faut quand même aller à l'école, hein. On va pas se contenter d'assistants pour apprendre la biologie. Ce qu'on appelle un agent conversationnel, un chatbot éducatif, hein, qui permet de s'améliorer dans un domaine scientifique. Tout à fait. Alors, bien évidemment, l'IA récupère toutes les données du chatbot qui est à gauche, le thème que je souhaite, le nombre, etc. Et même si je veux en faire plusieurs d'un coup, comment on répartit ces données. Voilà, cela s'affiche à droite. Tout ce que l'IA a généré, c'est lui-même qui a fait tout ça. Bien évidemment, il y aura toujours des choses à modifier parce qu'on a toujours on veut toujours mettre un peu notre grain de sel. Mais voilà, cette IA a fait tout ça. Et bien évidemment, l'IA, grâce à toutes ces données-là, on peut le télécharger, le récupérer plus tard, directement l'envoyer, etc. Ce qui est, du coup, prend 1000 fois moins de temps que si on devait tout faire à la main. Voilà. Je vais juste préciser que ce que Anaïs a réussi à faire en un clic, nous, en tant que responsable pédagogique à l'ECE, ça nous prend plusieurs heures. Parce qu'il faut effectivement travailler les plans de cours pour chaque matière, pour chaque justement intervenant. Et ça, ces plans de cours en début d'année, comme Anaïs le disait d'ailleurs, quand elle était aux États-Unis, c'est la première chose qu'on lui mettait dans les mains. Première chose qu'on met dans les mains justement de nos étudiants pour dire voici le programme que vous allez avoir. Et ça nécessite des heures et des heures de travail qui ne se font maintenant plus qu'en un seul clic. Et on n'a pas regardé effectivement sur un téléchargement. Alors je ne pense pas que ce soit très long, mais après vous avez quand même un document final. Et vous pouvez aussi partir d'un cours. Là pour le coup, Anaïs a repris un de ses cours de lycée, c'est ça ? Voilà. Mais on peut peut-être tester, mais on n'a plus qu'à le donner à notre agent conversationnel. Et en fait, il en fait un plan de cours directement, ce qu'on appelle chez nous du coup un syllabus, qui est aussi une obligation de la CTI pour s'assurer justement que nous sommes une école sérieuse et certifiée. Sur le bureau. Oui. On pourrait dire qu'on peut étendre ces applications à d'autres agents conversationnels, des chatbots, pour aider aux révisions. On a aussi une application qui a été créée par un autre étudiant qui s'appelle Max, qui permet de faire des révisions dans un domaine scientifique. On a choisi l'électronique, mais ça pourrait être un autre. En fait, l'idée, c'est d'avoir cette conversation avec toute cette donnée qui existe et qui permet de répondre. Alors, il y a aussi la création de l'interface utilisateur qui est importante, et ça permet de spécialiser un peu de l'IA générative sur des domaines particuliers. Et c'est ça l'avenir, c'est pas d'avoir un chat GPT. C'est pas qu'on est contre ChatGPT. Le ChatGPT est très très généraliste, alors qu'on peut faire des choses beaucoup plus frugales, c'est-à-dire qui consomment moins d'énergie, beaucoup plus adaptées et beaucoup plus pertinents, bien cadrés, parce que ChatGPT, c'est des biais. On considère que ChatGPT, il hallucine 30% d'hallucination. Donc, ce qu'a fait Anaïs, c'est qu'elle évite les hallucinations, elle est sur des modèles plus restreints, plus spécialisés, sur des métiers,
et il n'y a pas d'hallucination. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose de très robuste, pas dire pur, mais robuste et qui correspond bien à la demande, et il n'y a pas d'hallucination dans ce cas-là. Ça, c'est important. Donc voilà le deuxième syllabus. Bien évidemment, la cohésion des solides, comme le petit chapitre 12 que j'avais mis, voilà, etc. Un beau petit cours de première. Ah là là, qu'est-ce que c'était compliqué. Du coup, bien évidemment, on peut le télécharger. C'était des mauvais souvenirs, hein. J'ai l'impression que c'est... Bizarrement, en terminale, je ne l'ai pas reprise, cette majeure, cette spécialité. Mais voilà, du coup, le document fait exactement avec les données AGI, etc. Bien évidemment, j'aurais pu modifier directement sur l'application tout ce que je souhaite, etc. Vraiment très très réactif pour éviter tout problème. Voilà. C'est un gain de productivité énorme parce que l'avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup d'itérations pour affiner au fur et à mesure et toujours avoir un contrôle du métier, hein, par rapport à ce qu'on connaît, mais de gagner énormément de temps, d'avoir un peu de créativité aussi, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et cet outil permet de gagner énormément de temps et d'élargir un peu son champ et faire des propositions qu'on n'aurait pas forcément imaginées ou qu'on aurait imaginées en travaillant avec plusieurs, dans un laps de temps beaucoup plus important. Alors justement, on s'est dit après, il va falloir faire une ouverture, une double ouverture. Pourquoi ? Parce que cette révolution, l'intelligence artificielle, on a vu que ça allait vite, très vite, ça nous fait gagner beaucoup de temps au quotidien, mais crée, comme on l'a vu dans le quiz, beaucoup de métiers, donc vont sûrement supprimer certains, c'est ce qu'on va voir ensemble, et en fait il faut s'y préparer. Donc déjà nous on s'y prépare au sein de l'ECE, grâce à un laboratoire d'intelligence artificielle, et je vais laisser Monsieur Reus vous en parler. Voilà. Bon, alors c'est tout nouveau, hein. On a commencé à créer ce laboratoire à travers des travaux d'étudiants, comme Anaïs, hein, qui était en même année, hein, G4, hein, la dernière année, et qui se sont investis dans les génératives et dans l'IA générative et ont créé des travaux dans la création de modèles, hein, on appelle les modèles LM de grande capacité, open source. Et donc c'était assez fantastique parce qu'à deux, ils ont fait avec peu de moyens qu'on leur a donnés. Voire pas de moyens du tout. Pas de moyens, à part de l'encadrement pédagogique, hein, des experts et des enseignants, chercheurs qui les ont aidés. Mais c'est eux qui ont travaillé et ils ont été, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Hugging Face, qui est un benchmark où on dépose des modèles et ils sont testés, eh ben, ils sont top 1 mondial. Donc pendant des mois et des mois, ils ont été. Pourquoi ? Parce qu'ils ont innové, ils ont créé une façon de créer des modèles. Donc ça nous a l'idée de créer un laboratoire pour les étudiants, un laboratoire dédié à l'IA générative qui sera inauguré le 18 mars officiellement. C'est un lieu à Paris où les étudiants vont pouvoir créer, ce que je disais tout à l'heure, hein, pouvoir s'exprimer et être formés à créer les futurs ChatGPT métiers. Avec une infrastructure, avec des moyens, avec un lieu, avec des accompagnements. Et ça, on est la seule école d'ingénieurs en France à le faire aujourd'hui. Donc, on en est très fiers. Je pense que les étudiants sont contents aussi, hein, parce que Anis fait partie du groupe de la guilde des étudiants qui ont été sélectionnés pour travailler dans ce laboratoire. Et donc, on le dit haut et fort, on est la première école à proposer une infrastructure, un laboratoire pour les étudiants. Et il existe d'autres laboratoires, mais qui sont plus pour les enseignants-chercheurs. Là, c'est à destination des étudiants qui veulent monter en compétences et qui veulent créer. Et ça génère aussi des talents, ça génère aussi des startups. Parce que là, 3 startups vont démarrer au bout d'un an, après des travaux d'étudiants. Donc on est très fiers de ce laboratoire. J'en suis le responsable, j'en suis en partie le créateur. Donc je suis très fier de ce qu'on est en train de faire à l'ECE, parce que c'est unique en France. Et 18 mars est l'inauguration. Si vous voulez venir, vous êtes invités. C'est volontiers, ça se passe près de la Tour Eiffel, sur le campus Eiffel, à l'ECE. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus le 18 mars en tout cas. Alors on voulait terminer sur une ouverture aussi un peu sur les différents métiers qui peuvent allier justement que ce soit la chimie et l'IA. On revient peut-être sur quelques chiffres juste sur l'employabilité de nos étudiants sortis en fait de l'ECE.
Est-ce que tu peux revenir sur ce petit chiffre-là ou rapidement, juste pour montrer l'employabilité? C'est un bon salaire, je pense, hein, Anaïs. c'est pas mal pour ingénieur. Non, l'intérêt, c'est qu'on est sur des domaines très demandés. Hein, et l'avantage, c'est qu'on couvre à peu près tous les secteurs économiques, hein, industriels comme dans le domaine de la R&D. Je pense que c'est un bon salaire. Ça monte très très vite après en fonction du domaine dans lequel on se trouve. Alors, c'est pas que les ingénieurs. Hein, il y a aussi des MSI, des masters et des bachelors qui sont aussi très très employables. Et en fait, on contribue largement à des secteurs d'activité dans le domaine de l'énergie, de la santé, des secteurs de mobilité, de l'automobile, en fait tous les secteurs d'activité et aussi les secteurs industriels tels que la chimie. Et pas seulement en France, hein, plus de 20% de nos étudiants travaillent à l'international, trouvent du travail à l'international, donc c'est quand même intéressant. Comme des étudiants viennent de l'international se former à l'ECE et restent également. Beaucoup d'Indiens en ce moment, donc c'est bien, on les accueille volontiers. Donc oui, c'est le secteur sur lequel, en tout cas le domaine sur lequel on travaille, et en plus ce positionnement sur l'IA générative en particulier, donne de larges possibilités aux étudiants qui étudient à l'école et qui sortent de l'école. Et donc pour vous donner des idées de métiers, alors le CE va vous permettre d'avoir la partie beaucoup plus numérique, à coupler avec des personnes qui viennent de médecine ou de pharmacie ou justement des études de chimie. Mais on voulait quand même vous faire un petit classement de ce qui est possible en alliant le numérique et la chimie. Par exemple, chimiste en modélisation moléculaire, on en parlait tout à l'heure dans le questionnaire. Ça va être vraiment justement des métiers qui ont le vent en poupe et qui vont aider grandement à avancer sur le domaine de la santé, notamment sur les médicaments, les vaccins. Les ingénieurs en chimie computationnelle, les spécialistes en chimie des matériaux assistés par l'intelligence artificielle, des chimistes en découverte de médicaments, ça c'est vraiment un véritable enjeu, ingénieurs en optimisation des procédés chimiques, ça va être très important également, chimistes en analyse des données, comme on disait, hein, notre IA elle a besoin de quoi en entrée? C'est de données et d'entraînement. Donc il va falloir avoir des spécialistes justement sur cette donnée de façon très spécifique dans le domaine de la chimie, des experts en spectroscopie assistés par l'IA, des spécialistes en toxicologie computationnelle, des chimistes en agrochimie et IA, et enfin des ingénieurs en recyclage chimique intelligent. Je pense que le mot qui va être intéressant de la fin, ça va être sur le côté éthique justement de cette IA et l'impact qu'elle peut avoir sur l'aspect environnemental et social. Gérard? Oui, avant de parler de l'éthique, il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est que on ne fait pas d'IA sans data. Alors, il se trouve que dans le domaine de la chimie, il y a beaucoup de data, ça tombe bien. Mais attention, c'est de la data, on va dire de la smart data. C'est de la data qui a été travaillée, et donc il y a des métiers qui s'appellent les data engineers qui viennent travailler de la data. Donc c'est important d'intégrer cet aspect de la data riche, de la smart data, de la data qui a de la valeur, pour ensuite attaquer l'utilisation de l'IA générative avec la data. La deuxième chose que j'ai rajoutée, c'est qu'on va lancer une formation qui est, après être ingénieur en chimie éventuellement, s'appelle un master spécialisé en IA générative pour les entreprises, qui va permettre à des personnes qui ne sont pas dans le domaine du numérique de rajouter une double compétence en IA générative dans leur métier. Et on va retrouver effectivement des gens qui vont rajouter, s'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce parcours IA pour la chimie, un parcours complet, ils pourront continuer après leur master à se former une année en IA générative appliquée à leur métier dans le domaine de la chimie. Voilà, c'était juste le petit complément sur les métiers et sur la possibilité d'avoir des doubles compétences. Je le dis parce que moi j'ai une double compétence, j'ai fait pareil, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et après je me suis spécialisé parce que j'avais besoin d'une double compétence pour travailler dans un domaine qui était à l'époque la robotique. Et pour parler de l'éthique, alors l'éthique c'est important parce que, je disais tout à l'heure, ChatGPT hallucine. Alors hallucine, il y a des biais culturels, il y a des biais anti-femmes, c'est clair, c'est fait par les hommes, donc il y a forcément un biais masculin dans les choses. Un biais qui, on voit bien ce qui se passe un peu aux États-Unis. Alors les modèles sont très américains, donc j'espère qu'on va créer des modèles
qui sont un peu moins de ce côté de l'Atlantique. En fait, l'idée de l'ECE, c'est de travailler à la souveraineté des entreprises et à ce côté indépendance, c'est-à-dire de créer des modèles, de travailler, de former des ingénieurs qui vont aider les entreprises à être autonomes et de pouvoir travailler sur quelque chose de plus éthique, c'est-à-dire qui travaillent sur leur domaine, bien calé, et qui évitent tous ces biais que l'on trouve, les biais culturels, les biais éthiques que l'on trouve aujourd'hui dans des modèles généralistes. Donc voilà un peu l'objet. Et nous, on a créé un benchmark. Nous, on veut aider les entreprises à être un peu autonomes et choisir en connaissance de cause sur ce biais RSE, c'est-à-dire qui comprend l'aspect éthique, mais aussi consommation énergétique. Et on est en train de finaliser un benchmark qui permettra, quand on crée un modèle, de tester si ce modèle est conforme à un niveau, un grade de côté éthique. Voilà ce que je voulais dire sur le côté éthique de l'IA et de l'IA générative. Merci Gérard. En tout cas, je pense qu'on vous a prouvé aujourd'hui que le numérique est partout, comme on le disait, dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit votre quotidien, quand vous levez le matin en discutant avec Siri. Et il a effectivement un bel avenir au sein de la chimie, avec tout ce qu'on vous a montré sur les différents métiers. Et au contraire, n'hésitez pas, si vous avez des projets professionnels alliant chimie, médecine ou tous les domaines de santé et le numérique, n'hésitez pas à faire appel justement à l'ECE et à aller sur notre site. Et en tout cas, le numérique vous est ouvert, donc n'hésitez pas. Bonne journée.